Le Tao Te Ching. Avant le livre, le contexte. Avant que vous choisissiez ou non d'écouter ce livre, nous vous proposons d'entendre la biographie de son auteur. Basée sur des faits historiques, vous allez entendre la vie romancée de Lao Tzu. Détendez-vous, fermez les yeux, prenez un instant et à la vitesse de l'esprit, projetez-vous il y a 2500 ans dans les plaines centrales de la Chine continentale, là où se ramifient les fleuves et les rivières. Il était une fois, dans le pays de Chu, un jeune garçon qui se nommait Li Er. Le jeune Er de la famille des Li est l'aîné de sa fratrie. C'est un garçon silencieux qui bulle sur les berges de la rivière Guo. La mère qui l'a mis au monde nourrit pour son fils de grandes ambitions, car être né le premier dans une famille aussi nombreuse et renommée que celle des Li entraîne nécessairement une grande attente. Durant sa scolarité au comté de Lui, le jeune Er a l'intelligence et le sérieux d'avancer à son rythme à travers les cours de politesse et d'agronomie, les mathématiques et l'écriture, le sport et la musique. À l'inverse de la grande majorité des élèves qui trouvent l'écriture aussi inutile que difficile, le jeune garçon s'intéresse à cette tradition. Il s'évade dans les profondeurs des mots et de leur sens, dans les abysses de l'insondable calligraphie. À l'adolescence, Li Er apprend à écrire sans faute et proprement sur de fines lamelles de bambou. Au village, tout le monde ressent qu'il accédera un jour à de grandes fonctions. Lui ne s'en soucie guère. Il est concentré sur la préparation du rite initiatique qui le fera entrer dans l'âge adulte. Selon la tradition antique chinoise, quand les adolescents arrivaient à leurs 19 ans, ceux-ci perdaient l'usage de leur nom de famille et ils choisissaient le nom d'adulte qui les accompagnerait durant leur vie sociale et professionnelle. Appelé prénom social, il est très souvent formé de 2 sinogrammes. Il est choisi en relation avec le prénom de naissance. Parfois, il a la subtilité de signifier l'évolution de son porteur dans l'âge adulte, ainsi que les valeurs morales que celui-ci souhaite incarner. Selon l'auteur des chroniques historiques, c'est Matsian, l'adolescent Li Er de cette histoire, choisit de s'appeler le Lao Tan de la famille des Li, c'est-à-dire sinographiquement parlant que l'oreille de la famille des Li était devenu l'ancien de la famille aux oreilles sans contour. En partant du radical er et en lui ajoutant le radical ran, on obtient un sinogramme évolué qui garde les qualités esthétiques de chaque radical et qui ensemble se prononce tan, c'est-à-dire une oreille sans contour. En choisissant le nom de Lao, qui signifie le vieux, l'ancien, le jeune homme respectait une tradition qui autorisait dans les fratries à se donner un nom en fonction de son rang. Devenu Lao Tan,
Le jeune homme cherche une profession qui lui conviendrait. C'est grâce à sa mère qu'il obtient le poste d'archiviste à la capitale de la dynastie des Chu. Luoyang est à cette époque le centre administratif et intellectuel du jeune empire chinois. Ville fortifiée et placée sur le fleuve Jaune, elle est située au centre des 6 grands pays qui composent l'antique Chine. La bibliothèque impériale se trouve dans une annexe du palais de Son Altesse. Pour y accéder, il faut traverser la grande cour intérieure qui précède le palais. Cette cour, importante dans la culture chinoise, avait pour fonction de représenter le pouvoir politique et spirituel des dirigeants. Ainsi, en journée, cette place servait de lieu de stationnement aux membres de la garde impériale. Le soir venu, elle permettait à 9 chaudrons enflammés de recevoir les offrandes que des kidams donnaient en mémoire des ancêtres fondateurs. Le Tao Te Ching. Avant le livre, le contexte. Bien que la mission d'archiviste ne relève pas d'une mission cruciale pour la cour impériale, elle avait l'avantage de permettre au jeune Lao Tan d'avoir un accès privilégié aux écrits existants. Cela lui permettait de profiter d'une position protégée avec une rémunération confortable. L'environnement aidant, il arriva ce qui arrive quand on laisse les jeunes hommes seuls et au loin. Cela s'est fait si naturellement quand cette fille du pays de Chu, il rencontrait. Sans le savoir, il avait trouvé la femme qui, durant sa vie, l'accompagnerait. Pour la séduire du vin, il avait versé le meilleur que l'on trouvait, celui du pays de Wei. Pour le séduire, elle avait mis sur ses lèvres du rouge venant du pays de Tsi, celui que les élégantes se prêtaient. La suite, vous la connaissez. Ils se parlèrent, ils se charmèrent et... Les décennies passaient et la situation à la cour se compliquait. Les intrigants dans l'ombre manipulaient. Les arrogants en plein jour menaçaient. Depuis quelque temps déjà, l'empereur des Chu était un fantoche qui n'occupait que des fonctions symboliques. Un jour, les 3 princes feudataires décidèrent de retirer à la dynastie régnante le mandat de gouverner. Ils reprirent leur couronne et le bel édifice s'effondra. Comprenant la situation, l'homme qui avait accompli une carrière honorable d'archiviste à la Bibliothèque royale saisit l'opportunité de tout quitter. À vrai dire, il ne regrettait ni cette vie épuisante et stressante, ni l'ambiance délétère de fin de règne, lorsque tout le monde se menaçait de mort. Il était lassé de tout cela, et c'est avec un sentiment libéré qu'il rejoignait sa campagne natale du pays de Chu. Là-bas, il avait trouvé avec sa femme une ferme avec un terrain. Avec les économies qu'ils avaient mis de côté, ils s'achetèrent du bétail et s'aménagèrent un potager.
Pour vieillir paisiblement et à l'abri, Lao Tan avait gardé des disques de jade précieux. Pour passer le temps et s'instruire, il avait emporté une collection de livres classiques qu'il avait lui-même copiés. La longue période qui suivit et qui l'amena à l'aube de ses 80 ans représente, selon la géographie traditionnelle, le moment où Lao Tan, vivant reclus dans une retraite spirituelle, élève son esprit et commence la rédaction du Tao Te Ching. C'est au contact de la nature qu'il prend conscience de l'immense savoir qu'il y a à l'observer. C'est en regardant sa femme travailler qu'il comprit qu'il existait. Des êtres qui, tout en silence et en constance, pourvoient au bien de tous les êtres. C'est en se retrouvant seul avec elle qu'il atteint l'harmonie. Parfois, des visiteurs se présentaient à lui, et il fut un jour mémorable où un kidam légendaire se présenta à sa porte. Son nom de naissance était Kong Kiu, son prénom social Chong Ni, le nom avec lequel tout le monde déjà l'appelait était Maître Kong, c'est-à-dire en français et en latin, Confucius. L'homme à la carrure aussi impressionnante que l'élégance de ses habits était venu à sa rencontre pour lui demander d'intervenir en sa faveur auprès de la bibliothèque de Luoyang. Confucius souhaitait y confier ses écrits et entrer ainsi dans la postérité. Le Tao Te Ching, avant le livre, le contexte. Lao Tan n'accepta pas la requête de Confucius. Et il ressort, tout au long des discussions relatées par Chuang Tzu, un respect mutuel entre deux hommes que tout sépare. L'un est adepte du sans-parole et du laisser-faire. L'autre est adepte des beaux discours et d'un dirigisme vertueux. L'un est partisan d'un retour vers un ordre naturel idéalisé. L'autre défend un nouvel ordre social progressiste. L'invisible observe la nature et les animaux. Le visible plonge dans l'histoire et les arts. Le petit vit reclus en dehors de la civilisation. Le grand ambule et déambule de cour princière en cour royale. Comme le yin et le yang, ils ne s'affrontent pas. Ensemble, ils couvrent l'étendue des possibles, de l'obscurité des abysses à la majestuosité des montagnes. Ceux qui se ressemblent s'assemblent, ceux qui sont contraires s'attirent. Ils se fréquentèrent et se jaugèrent. Ils se craignirent et apprirent à se faire confiance. Un jour,
Maître Kong dit en parlant de Maître Lao, avec son verbe poli et sincère, qu'il est un dragon céleste qu'on ne peut pas attraper. Plus tard, Maître Lao, avec son verbe simple et maladroit, dit à Confucius, « C'est bien, Kiyu, tu as compris le Tao ». En l'appelant ainsi et en faisant fi des conventions sociales, il l'appelait comme un enfant appelle un autre enfant, comme un frère appelle son frère, comme un père appelle son fils. Quand les gens du village apprirent que le célèbre maître venait dans leur contrée visiter Lao Tan, sa côte grimpe pas en flèche. Les mères des sans-famille lui envoyèrent leurs fils comme disciples. Les pères des sans-famille l'observaient et l'épiaient. Un jour, raconte Chuang-Tzu, Pai Kiyu, qui étudiait sous son instruction, lui demanda « Maître, donnez-moi congé pour aller faire le tour du monde. » « À quoi bon ?» répondit le vieux maître. « Partout et comme ici. » Pai Kiyu insista et le maître lui demanda par où commencerait-il sa tournée. « J'irai voir le pays de Tsi, voir le fleuve se jeter dans la mer. » Et les jours suivants, naturellement, Pai Kiyu s'en alla proposer ses services. Avec la fin de la centralisation qui avait régné pendant la dynastie précédente, il se développa dans les pays qui entourent le bassin du fleuve Jaune une décentralisation des pouvoirs politiques et régaliens. Quand il n'y avait qu'avant qu'une seule cour impériale avec ses ministres et ses généraux, il y avait désormais 7 cours royales qui souhaitaient chacune avoir leurs propres ministres, conseillers et généraux. Elles souhaitaient avoir les meilleurs professeurs, artistes et médecins. Durant la période des royaumes combattants, les lettrés de tout âge parcouraient les différents royaumes pour proposer leurs services et se faire embaucher. Cette forte demande de personnes savantes permit l'éclosion de nombreux courants de pensée intellectuels et philosophiques. Sur le fond, les discussions qui animaient la pensée religieuse de ces sages antiques étaient de définir les contours du Tao et le concept plus récent de la vertu, c'est-à-dire le thé. Sur la forme, la question était de savoir comment les rois doivent-ils se comporter s'ils souhaitent avoir un règne long et prospère. Les décennies passant, le sage remarquait que les richesses qu'il possédait n'étaient qu'un superflu qui l'avait entravé. Moins il en avait, mieux il vivait. Au contact de la nature, il développa par la méditation et la réflexion son bien-être. Par l'écriture et l'exemplarité, il enseigna sa pensée religieuse. C'est en ne s'attachant à ne blesser personne
et en essayant subtilement de les aider à devenir meilleurs, que le vieux maître faisait les actions invisibles qui participent au bien de tout le monde, et que Laotan appelait Wu Wei. C'était pendant la 81e année de sa vie que la nature lui reprit son être cher. Par la vieillesse, son admirable s'en était allé, son esprit envolé. Pour l'enterrer, son fils était venu. Et c'est quand il consommait son deuil qu'il perdait l'une des dernières choses qui le rattachaient à cette terre. Elle lui avait laissé un cadeau, se plaisait-il à penser quand il tenait dans ses mains le Tao Te Ching. Sans elle, il n'aurait pas pu écrire ces 81 chapitres, ni même les copier sur 15 rouleaux de bambou. Le Tao Te Ching. Avant le livre, le contexte. Le vieux maître repose le rouleau de bambou sur la table. Il sort de la maison avec son chien et traverse le poulailler pour aller se diriger vers l'enclos. Là-bas, il siffle et appelle un buffle d'eau. Le robuste animal de 1,30 m lève le museau et ses 350 kilos se mettent en mouvement vers son maître. Il l'emmène à l'entrée de la maison et commence à le préparer. Il lui attache des sacs pour regrouper ses effets personnels et il lui installe une selle et un harnais. Une fois terminé cela, il lui caresse le front. Le vieil homme a vu naître l'animal. Il le connaît, l'aime et l'a dressé. Ensemble, ils vont souvent se promener sur les terres qui entourent la maison et parfois, ils suivent les sentiers qui mènent au village. Le vieux maître se tient assis sur le dos du buffle. Il a dans une main les rênes du harnais et dans l'autre un éventail. Il siffle et bouge du pied. L'animal comprend et se met à marcher. La poule et le chien les observent lentement quitter la ferme. Le chat miaule à son passage. Lui se sent rassuré car il sait que la nature compensera son départ. Ensemble, avec son buffle d'eau, ils vont vers le fleuve jaune et le remontent. En le remontant, ils reviennent à Luoyang. Dans les rues de son ancienne ville, l'archiviste se promène avant de continuer à remonter vers la source du fleuve. Selon l'historien chinois, c'est Ma Xian, en arrivant au poste frontière du passage de Hangu, Yin Xin, qui était en poste à la frontière, le reconnut. « Et toi, l'ancien, où vas-tu comme ça ?»« Je suis un fermier qui remonte le fleuve pour revenir en arrière. » Le garde dévisagea le vieil homme et lui répondit « Tu me sembles bien philosophe pour un simple fermier. En vérité, je me souviens de vous.
vous êtes le saint du pays de Chu, maître Laotan, le gardien de la voie des anciens. Devant vous, en remontant le fleuve, vous entrerez dans le pays de Tsin. Ce sont des terres qui sont encore sauvages. On y rencontre des barbares. Honorables voyageurs, accepte donc pour cette nuit mon hospitalité. Le vieux maître acquiesce à la requête de Yin-Sin et s'installe pour la nuit au poste frontière. Quand il est reposé, Yin-Sin vient le questionner sur le Tao des Anciens. Maître, dites-moi, sachant que vous êtes un illustre lettré, quel est selon vous le livre que vous recommanderiez? Aussi, n'auriez pas vous quelques écrits que vous pourriez me laisser? Vénérable maître, malgré ma position de militaire, j'ai toujours été intéressé par le Tao. Et pour être honnête avec vous, j'aurais aimé suivre votre instruction. Laotan resta silencieux et pendant la nuit, il médita sur sa situation. Comprenant les risques qu'il prenait, le vieil homme alla le lendemain matin retrouver Yin-Sin et lui dit « J'accepte de vous prendre comme disciple. » Yin-Sin eut l'air étonné et il regardait le vieux maître sortir des rouleaux de bambou de sa sacoche. En lui tenant, Maître Lao ajouta « Tenez, ceci est pour votre instruction. Je vous confie le savoir que j'ai accumulé durant les 81 années de ma vie. Lisez-le, étudiez-le, méditez-le. Quand vous l'aurez assimilé, allez le remettre à la bibliothèque de Luoyang. Dès lors, le vieux maître, libéré de toutes les attaches, s'en alla avec son buffle vers le pays de Tsin. Dans ce voyage mythique et symbolique, celui de son voyage onirique vers l'Occident. Nous vous souhaitons une agréable écoute de ce livre. Nous sommes le peuple du livre, A.L. Al-Kitab.